Attention, la synthèse réalisée aujourd'hui utilise de nombreux produits nocifs, corrosifs, voire toxiques, tels que les acides ou l'iodure de méthyle. Merci de prendre toutes les précautions nécessaires si vous souhaitez reproduire celle-ci. Hey, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui on se retrouve encore une fois pour une nouvelle vidéo, et cette fois-ci ça va être l'occasion de vous présenter un projet sur lequel je travaille depuis un certain temps déjà, et la raison pour laquelle j'ai fait la dernière vidéo donc sur la synthèse de l'iodure de méthyle. La molécule sur laquelle on va bosser aujourd'hui, ça va être ce qu'on appelle la lucigénine. Donc la lucigénine, c'est une molécule qui appartient à la famille des composés chimiluminescents, c'est-à-dire des molécules qui, par réaction chimique, émettent de la lumière. On en retrouve plusieurs types qui sont un peu plus connus, tels que par exemple le TCPO ou le luminol, et du coup aujourd'hui, celle que j'ai voulu fabriquer était un peu différente et la synthèse est moins connue. Au passage, j'en profite pour préciser que ce sujet a été inspiré par un post qui se trouve sur le forum allemand Illumina, donc c'est un forum de chimie. Je vous mettrai le lien en description si vous voulez aller regarder, il est très intéressant. Juste au passage, à partir de maintenant, je vais essayer de sous-titrer au maximum mes vidéos en anglais. De cette manière, les personnes qui ne parlent pas français pourront quand même les comprendre, que ce soit pour les nouvelles ou les anciennes vidéos. So just as a side note, from now on I'm going to try to add English subtitles to as much as possible of the new and old videos. This way you can still understand them and follow what I'm talking about. Pour la première étape de la synthèse, on va avoir besoin de deux produits. Le premier, ça va être l'acide phénamique. Donc j'en avais déjà en stock, ce qui fait que j'ai pas besoin d'en fabriquer, donc ça m'a fait gagner plusieurs étapes. On peut le faire sinon à partir d'acide orthochlorobenzoïque et d'aniline sur de l'oxyde de cuivre, ça marche plutôt bien d'après ce que j'ai vu. Et ensuite de l'acide sulfurique concentré qui va nous permettre de cycliser notre produit et donc de former l'acridone lorsqu'on va chauffer. Dans un bécher où on a rajouté un barreau aimanté, on va commencer par peser 20 g d'acide phénamique. Alors j'ai fait plusieurs tests avec cette synthèse et elle a l'air de marcher à peu près sur toutes les quantités. Il faut juste bien remuer étant donné que quand on va rajouter l'acide sulfurique, ça a tendance à former des grumeaux, donc il faut être sûr que ça réagisse à l'intérieur de ces grumeaux. Ensuite, à l'aide d'une éprouvette, on peut mesurer 45 ml d'acide sulfurique concentré qu'on peut rajouter directement sur notre acide phénamique. Enfin, la dernière chose qui nous reste à faire maintenant, c'est de mettre la chauffe. Ça peut être soit directement sur la plaque, soit sur un bain-marie. J'ai pas eu de souci que ce soit avec l'un ou avec l'autre. Et du coup, on va faire chauffer proche des 100 degrés pendant environ 1 heure. Pendant ce temps-là, il faut bien remuer et on va d'ailleurs voir que le mélange va prendre une teinte vert foncé assez rapidement, avec les grelots qui vont disparaître au fur et à mesure. Après qu'une heure de chauffe soit passée, il nous reste plus qu'à quench notre produit dans de l'eau qui sera déjà à ébullition, donc il faudra faire attention à le faire doucement, vu que rajouter un acide concentré dans de l'eau c'est exothermique, ça pourrait faire des éclaboussures. Ensuite, une fois qu'on a rajouté tout l'acide dans l'eau, on va faire chauffer 5 minutes pour être sûr d'hydrolyser toute l'acridone sulfonée qu'il y a, et du coup on pourra filtrer notre produit.
Alors attention, pas si vite, parce que là, on a fabriqué un produit dans un milieu extrêmement acide, étant donné que c'était de l'acide concentré, et vous allez voir qu'il en reste étonnamment beaucoup à l'intérieur du produit. Donc le truc, c'est qu'il va falloir le laver avec du carbonate avant de pouvoir l'utiliser. La manière dont je m'y suis prise, c'est que j'ai fait tomber le solide dans un bécher, j'ai rajouté un peu d'eau avec du carbonate, et j'ai lavé au maximum. Honnêtement, c'est pas du tout la meilleure méthode, je pense, parce que ça a tendance à faire une espèce de pâte qui est super dure à filtrer et qui du coup mousse, vu que ça produit du CO2. Donc si vous refaites cette synthèse, peut-être essayez d'autres méthodes, ou alors de plus laver le produit à l'eau au lieu de le laver au carbonate. La manière dont je m'y suis prise en fait, c'est que j'ai pas forcément attendu de faire sécher le produit pour être sûr d'avoir sa masse, etc. Vu que j'ai déjà fait la synthèse avant et que je savais qu'elle fonctionnait bien. Donc j'ai utilisé l'acrydone qui me restait en stock pour l'étape suivante et j'ai mis dans un dessiccateur celle que je venais de fabriquer pour terminer de la sécher. Pour ceux qui connaissent pas en fait, un dessiccateur c'est un appareil dans lequel on met au fond une substance qui absorbe l'humidité et qui a une option pour le mettre sous vide, ce qui fait que du coup l'eau s'évapore plus facilement et en plus elle peut être absorbée par le désicant qui est au fond. Donc ça permet de sécher beaucoup plus rapidement certains produits et en plus des fois de les préserver de l'oxydation de l'air et ce genre de choses. La deuxième étape de la synthèse va être un protocole classique pour une alkylation d'amine en fait. Donc on va avoir besoin de l'iodure de méthyle qu'on a fabriqué précédemment, de l'acrydone qu'on vient de filtrer, donc ici celle que j'avais en stock, de DMF sec qui est un solvant qui est assez utilisé en général, et ensuite d'une base, ici j'ai choisi l'hydroxyde de potassium étant donné que c'était celle qui était décrite dans la publication. Pour l'étape suivante, j'ai mesuré 4,1 g d'acrydone qui était déjà séché, donc que j'avais en stock. C'était la quantité qui était décrite dans la publication. Et après, pour la base, j'ai mesuré 1,3 g d'hydroxyde de potassium. J'ai ensuite mélangé les deux ensemble dans un Erlenmeyer et j'ai rajouté un peu d'éthanol anhydre qui correspondait à environ 50 ml.
Après qu'on ait rajouté tous les réactifs, on peut commencer la chauffe et du coup jusqu'à ébullition de l'éthanol, et on va doucement mettre le mélange sous vide afin d'évaporer l'éthanol. À ce moment-là, je vous conseille peut-être d'arrêter la chauffe ou de la réduire parce que ça va provoquer des bulles étant donné qu'on va mettre sous vide, et si vous avez une pompe à vide, ça pourrait l'endommager. Après que l'éthanol ait été évaporé, on va pouvoir maintenant mesurer le DMF, donc on va le prélever à l'aide d'une grosse seringue. Alors la publication disait en utiliser environ 50 ml, mais j'ai remarqué en faisant d'autres tests, vu que c'est un solvant qui quand même coûte assez cher et qui est pas forcément le plus facile à sécher, j'en ai utilisé 25 ml ici. J'ai pas eu de problème quand j'ai fait la manipulation à côté, donc j'ai voulu refaire comme ça et ça s'est très bien passé. Je pense qu'on peut le remplacer par d'autres solvants, voire vraiment réduire les quantités pour éviter d'en utiliser trop. Après qu'on ait rajouté le DMF, on peut mettre un réfrigérant au-dessus du mélange réactionnel, et maintenant on va mesurer le dernier réactif qui va être l'iodure de méthyle. Alors je me suis rendu compte au montage que j'ai dû faire une erreur lorsque je l'ai rajouté, étant donné que j'en ai mesuré 3,5 ml, alors que c'est 3,5 g qu'il fallait rajouter. Donc je pense pas que ça ait posé trop de soucis particuliers, étant donné que de base le produit est quand même assez volatile, donc je pense qu'une partie s'est évaporée quand je l'ai rajouté dans le réfrigérant. Mais faites bien attention de faire la différence entre la densité et le volume, en particulier si vous rajoutez ça, parce que ça pourrait former un ammonium quaternaire avec notre amine. Donc là, il ne nous reste plus qu'à rajouter l'iodure de méthyle en le faisant tomber goutte à goutte dans le mélange réactionnel, donc par le biais du réfrigérant. On voit quelques vapeurs qui se forment, et ce qu'il nous reste juste à faire, c'est de faire chauffer à léger reflux pendant environ 15 minutes. A côté de ça, on va préparer un bain de glace avec quelques glaçons et un peu d'eau, dans lequel on va quench notre mélange réactionnel. Donc vu que le produit semble très insoluble dans l'eau, ça va le faire précipiter, en particulier vu que c'est froid, et le DNF lui restera dans l'eau, ce qui nous permettra de filtrer et du coup d'obtenir un produit brut à la fin. Quelque chose qu'on remarquera et qui va, on va dire, s'améliorer au fur et à mesure de la synthèse, c'est que le produit ici est devenu fluorescent. Donc comme ça paraît pas énormément l'être, mais je peux vous assurer qu'en réalité ça l'est vraiment beaucoup. Je pense qu'on pourra peut-être l'apercevoir à quelques moments dans la vidéo, mais la verrerie qui a été en contact avec a littéralement une espèce de teinte bleue sous la lumière naturelle, qui est due justement à ce fait que ce soit fluorescent avec les UV produits par le soleil. Pour purifier notre produit, j'ai juste fait une recristallisation vu qu'on est sur grosse quantité, et pour ça j'ai utilisé comme solvant de l'éthanol que j'ai mis à ébullition. Donc là, je vous conseille peut-être d'utiliser un petit peu d'eau, étant donné que l'éthanol tout seul a tendance à le faire cracher quand il refroidit, j'ai l'impression, donc pas forcément à former de jolis cristaux. Si vous voulez le refaire, je conseillerais de faire peut-être quelques autres tests de solvant pour voir ce qui fonctionne le mieux.
À cette étape, je m'étais retrouvé avec environ 5 grammes de N-méthylacridone, encore un petit peu humide, donc dans tous les cas, au cas où je me suis placé dans des quantités en excès. Et on peut dissoudre le tout dans environ 200 ml d'éthanol à litre. On mesurera ensuite 15 g de poudre de zinc qu'on va pouvoir rajouter au mélange réactionnel qu'on va mettre sous forte agitation. Donc, vu que tous nos réactifs ont été rajoutés dans le ballon, à côté de ça, on peut préparer un générateur à gaz qui va produire du chlorure d'hydrogène et qui peut être tout simplement fabriqué en mélangeant du chlorure de sodium avec de l'acide sulfurique. Donc, chlorure de sodium, du sel de table. Enfin, l'ampoule est connectée à un bulleur qui va faire buller notre chlorure d'hydrogène dans notre solution, et on met sous forte agitation pour être sûr de mettre en suspension toute notre poudre de zinc, et aussi de pouvoir mieux dissoudre le chlorure d'hydrogène à l'intérieur de l'éthanol. À ce moment-là, on peut mettre la chauffe sur le bain-marie pour chauffer aux alentours de 70 degrés avant de faire buller le chlorure d'hydrogène. On va donc commencer à faire tomber l'acide sulfurique sur notre chlorure de sodium pour générer le chlorure d'hydrogène. Ça va former quelques bulles, le temps de chasser l'air, et puis au bout de quelques minutes, notre mélange réactionnel va passer de stade un peu grise à quelque chose de plus jaune en même temps que ça va générer quelques vapeurs. Le protocole que j'ai suivi dit qu'il faut faire buller le chlorure d'hydrogène pendant environ une trentaine de minutes, jusqu'à ce que la solution commence par devenir légèrement jaune, puis ensuite vert foncé, et de nouveau jaune. Il faut arrêter de faire buller avant que celle-ci devienne marron, voire vert, parce que c'est à partir de ce moment où ça peut commencer à décomposer notre produit. J'ai trouvé que 30 minutes avec le débit que vous voyez actuellement, ça suffisait largement pour faire buller, et que d'ailleurs à ce moment-là, toute la poudre de zinc avait disparu quasiment. Un autre très bon indicateur d'ailleurs que notre réaction a lieu, c'est le changement de fluorescence, étant donné qu'on va passer de cette fluorescence bleue qui était légèrement visible à quelque chose de bien plus fluorescent qui aura une couleur vert pétante qui peut vraiment pas être confondue.
Après ça, il suffit de démonter le montage et de retirer notre mélange réactionnel pour le mettre à refroidir au frigo. De cette manière, on va pouvoir faire précipiter notre produit qui est déjà en partie en suspension et on devrait obtenir normalement une poudre jaune qui sera assez facile à filtrer. Tout comme la solution, la poudre qui est obtenue a une très forte fluorescence verte sous les rayons UV. Donc ici on voit pas trop, mais à la fin de la vidéo je remontrerai dans le noir ce que ça donne, étant donné que c'est plutôt impressionnant. Pour ce qui est de la dernière étape, il suffit de mesurer 1 g de la poudre qu'on a obtenue précédemment et de rajouter une vingtaine de millilitres d'eau. On met le mélange à chauffer très légèrement, donc il ne faut pas que ça soit à ébullition si possible. Et ensuite, dedans ça, on va rajouter de l'acide nitrique concentré à 68%, pas du fumant hein, du coup, qui va permettre de former notre sel NO3 de notre produit, qui va être donc la lucigénine en question. Concernant la quantité d'acide nitrique, je ne l'ai pas vraiment mesurée étant donné qu'elle était assez petite, j'en ai juste rajouté entre 2 et 3 ml. Si ça suffit pas, que vous voyez d'ailleurs que la réaction ne change pas de couleur, vous pouvez en remettre un petit peu. Il faut juste pas en mettre trop pour éviter de suroxyder le produit. Après que la chauffe ait eu lieu, on voit directement que le mélange a changé de couleur en passant de son jaune pétant à cette espèce de couleur orange un petit peu plus sombre. Et à ce moment-là, on peut mettre le tout à refroidir au frigo et attendre que notre produit cristallise. Après 30 minutes, on va voir qu'il y a ces magnifiques cristaux qui se sont formés à l'intérieur du mélange, qui sont donc la lucigénine, qu'on va pouvoir filtrer et qui du coup vont nous donner notre produit fini. Je pense maintenant que c'est l'heure du moment que vous attendez tous, tester notre produit. Pour ça, on va le dissoudre dans un petit peu d'eau, donc il en faut vraiment pas beaucoup, hein, l'histoire de 30-40 mg ça suffit probablement, une pointe de spatule. Et on peut voir d'ailleurs que ça a une très belle fluorescence, même sans avoir réagi. Et à côté de ça, on va préparer une autre solution dans laquelle on va dissoudre de l'hydroxyde de sodium. On va rajouter ensuite de l'eau, de l'éthanol et un peu d'eau oxygénée. La dernière chose qui reste à faire, c'est de mélanger donc les deux solutions et d'observer la chimiluminescence. Si je peux être honnête, à ce moment-là, j'étais vraiment un peu émerveillé parce que je n'avais pas encore fait cette étape et je n'avais jamais testé le produit, donc c'était vraiment la première fois que je voyais à quel point ça pouvait briller. J'ai été aussi impressionné par à quel point ça pouvait durer en termes de longueur, de temps, parce que la solution est restée luminescente pendant près de 10 à 20 minutes, alors que le luminol, ça dure pas plus de quelques secondes.
Dans tous les cas, en termes de masse finale, j'ai obtenu près de 830 mg, ce qui est plutôt une bonne quantité, étant donné que la procédure dit que ça en donne entre 0,9 et 0,6 g. Donc je suis assez satisfaite du résultat, hein. On peut voir que ça a de très très beaux cristaux, et une jolie couleur en plus de ça, et d'être fluorescent et chimiluminescent. Malheureusement, nous arrivons à la fin de cette vidéo, donc je vous remercie de l'avoir regardée, j'espère qu'elle vous a plu. Si vous avez des retours à me faire, vous pouvez le faire en commentaire. Vous pouvez aussi venir parler sur le serveur Discord ou sur Instagram, ce sera avec plaisir que je vous répondrai. Et du coup, je vous souhaite une bonne continuation, et puis à la prochaine. Bye!